conférence intitulée L'impact de la blessure d'attachement dans la relation professionnelle ou de management. Vous allez voir, cette blessure d'attachement, c'est une blessure qui peut exister également dans la vie familiale, dans la vie amicale, mais là, on va s'y intéresser un peu plus dans le cadre professionnel avec Yves Vauthier-Freyman, psychothérapeute, sexologue et spécialisé dans les traumas complexes, les phobies et les troubles de l'attachement, également coach, formateur et superviseur. Et puis ça, c'est le petit truc des Français avec les Belges, et pas champion du monde de foot. Voilà, ça c'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Yves, comment définir cette blessure d'attachement ? C'est un terme qu'on n'entend pas forcément très souvent. Oui, d'abord, Emmanuel, tu prends des risques, parce que je fais aussi de l'hypnose. Et donc avant que je quitte cette table, je pourrais très bien te faire oublier que l'équipe de France est championne. Ils le font oublier eux-mêmes actuellement, c'est ça qui est bien. Ils ont gagné hier. Hein. Il paraît. Il paraît. Ok. Mais donc, pourquoi je me suis intéressé à cette thématique ? C'est parce que la blessure d'attachement, c'est une chose qui va vraiment nous impacter dans notre façon d'être en lien, en relation avec l'autre. Et forcément, au niveau des entreprises, ça a un impact, même si on ne le mesure pas complètement. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'assistais à la conférence d'Adira, et c'est un élément qui n'a pas été nommé, mais qui serait intéressant de discuter avec Madame Young. Donc voilà, je vais essayer de l'attraper tout à l'heure, si elle est là. Mais donc en gros, l'attachement, c'est la sécurité émotionnelle et affective que nous avons reçue, ou non, dans les premières années. Donc c'est vraiment la sécurité donnée par nos parents ou par l'environnement familial. Mais pas que familial, c'est aussi l'environnement tout court, c'est-à-dire là où je vis, j'habite, là où j'apprends, je me développe, je suis éduqué, etc. Par exemple, ce qu'on ne mesure pas, si on déménage trop souvent en tant qu'enfant, ce sont chaque fois des ruptures de lien, parce qu'il y a des pertes de sécurité, l'enfant perd ses repères, et donc ça peut générer des traumas à long terme. Un trauma, c'est pas toujours Bataclan, hein, comme le procès qui démarre, mais ça peut être aussi des petites blessures qui créent une pression constante. Et cette pression, au fur et à mesure, va générer un trauma plus important. Puisque ces blessures, ça va s'ajouter. Voilà. C'est comme si on mettait un coffre très lourd sur un tapis. Si je le déplace au bout de 6 mois, le tapis aura une empreinte. Ça peut être un trauma, effectivement. C'est pas parce que j'ai donné un coup dans le tapis, je l'ai déchiré. Il y a les deux. Et donc, cet attachement va générer un type de personnalité, donc des sous-personnalités. On appelle ça des parts. Donc, c'est ce qu'on appelle les ego states, les états du moi. Et à partir du moment où on développe ça, on va repérer une série de comportements. Et on va retrouver ça évidemment dans le management. Alors, je vais essayer un petit peu de montrer tout ça. Je vais quand même utiliser un peu mon PowerPoint parce que je me suis fatigué à le faire. Donc, d'abord une petite citation. Alors, comme il paraît qu'en France, sauf en Alsace, on n'est pas très anglophone. Donc, si vous aimez quelqu'un, le plus grand cadeau que vous puissiez lui faire, c'est votre présence. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'effectivement, ce n'est pas uniquement l'amour, mais c'est la présence. Et la présence, ça ne veut pas dire que je suis là comme une potiche au singulier ou au masculin. Ce qui peut être lourd, justement. Exactement. C'est être dynamique, c'est être en présence active. Donc, hop. Le cerveau, les émotions, comment ça fonctionne ? En gros. Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, je ne sais pas qui est coutumier du fonctionnement du cerveau, mais très brièvement, notre cerveau va analyser de l'ordre de 10 millions de données toutes les secondes. D'accord ? Ces données vont être analysées de façon binaire, c'est-à-dire savoir si je suis en sécurité ou en danger. C'est le but du jeu. En gros, c'est vraiment les reliquats de l'époque où je vivais dans la nature, et il y avait des prédateurs, et ces prédateurs, évidemment, ils avaient une intention, c'était de m'attraper, me manger, et moi je devais soit les attaquer, soit survivre, c'est-à-dire m'enfuir, soit, quand je pouvais ni attaquer ni fuir, je passais en mode freeze, c'est-à-dire que je me tétanisais, je me faisais passer pour mort, et c'est dans cette situation que je pouvais espérer échapper au prédateur. Parce que le prédateur, normalement, n'était intéressé que par des êtres vivants. S'il pensait que j'étais mort, il mordait une fois, 2 fois, puis s'éloignait. Et on voit d'ailleurs dans les reportages animaliers, des lions, ou des lionnes plutôt, parce que le lion, lui, il attend tranquillement à la maison avec ses pantoufles, il attend que la femelle chasse pour lui. Et donc, la lionne attrape une antilope, l'antilope se tétanise, elle mord une fois, 2 fois, et puis elle s'éloigne. Donc c'est vraiment un mode de survie. Dans l'entreprise, on va retrouver ça aussi. Par exemple, si vous avez un management qui est trop agressif, trop dur, on peut avoir un employé qui va se tétaniser, il perd tous ses moyens, et plus vous vous énervez parce qu'il comprend de moins en moins, ou plus il va être tétanisé. C'est mode j'attaque, je fuis,
où je fais le mort. Ce qui peut évidemment amener aussi des comportements de type burn-out, parce qu'une personne, par exemple, ne peut pas s'arrêter. Elle va devoir faire pour obtenir certaines récompenses personnelles sans les obtenir, parce que ce n'est jamais suffisant. Et à un moment, elle va s'effondrer. Donc il y a vraiment toute une série de traductions dans notre quotidien. Donc notre cerveau, quand il a fini d'analyser ces données, il va donc déclencher des réponses de stress ou pas, en fonction de l'environnement et de ce qu'il a traduit. Sauf que notre cerveau n'a pas été upgradé, donc il fonctionne toujours avec l'idée que ce sont des prédateurs qui nous courent derrière et que ce prédateur, il veut nous transformer en repas et nous manger. Donc ça veut dire aussi que mon cerveau va agir sans que j'ai conscience de sa réaction. Il faut comprendre que dans une réaction de type qu'on appelle fight, flight, freeze, c'est-à-dire la réponse d'attaque ou de survie ou de fuite, c'est en 5 millisecondes. Donc je n'ai pas le temps d'y réfléchir. C'est instantané. Un claquement de doigts, je suis déjà occupé. Alors que ma partie analytique, elle prend 2 à 3 secondes avant de réagir. Donc entre 2 à 3 secondes et 5 millisecondes, évidemment, il y a un temps dans lequel je n'ai pas de contrôle. Alors on peut essayer de récupérer ça si on fait des arts martiaux, par exemple, ou des techniques comme la pleine conscience, des choses de genre, qui peuvent m'amener à avoir un meilleur contrôle de ma vie émotionnelle, mais il faut déjà des bons niveaux de pratique. Donc, hop. Ça, c'est 5 lois qui sont relativement méconnues du cerveau de l'enfant. Par exemple, un cerveau émotionnel, il est à maturité à 25 ans. Donc quand vous avez des jeunes employés, ça ne vaut pas la peine d'essayer de les calmer. Il ne faut pas les calmer en disant « tu dois être raisonnable ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on doit apprendre en expliquant pourquoi et surtout en mettant un environnement le plus sécure possible à son employé en l'occurrence et aux enfants. Donc le cerveau émotionnel n'est pas régulé par le cortex, il ne passe pas par la partie analytique du cerveau. Le cerveau grandit par l'usage du mouvement. Donc ça veut dire que j'ai besoin de bouger. Ce qui explique que, par exemple, depuis 2 ans, c'est une vraie catastrophe avec les masques, parce que les enfants, les étudiants à l'école, ils sont statiques devant des écrans où ils ne peuvent pas voir le non-verbal. Le non-verbal, c'est 90% de la communication. Donc il y a des pertes cognitives énormes qui vont avoir des conséquences dans les années à venir. Je veux dire, il est clair que de mon côté, on aura du travail. Donc, mais pour l'enfant, c'est une catastrophe. Alors on peut essayer de compenser ça par des activités sportives, par le fait de bouger, par le fait de faire des dessins, de dessiner, des activités fines pour éviter les effets des écrans. Donc, le cerveau est axé sur les expériences affectives. Il est littéralement modelé par son environnement. Donc ça veut dire qu'on appelle ça l'épigénétique, c'est que certains de nos gènes vont s'exprimer plus rapidement dans un certain contexte de stress en fonction de ce que j'ai hérité de mes ancêtres et aussi de ce que j'ai vécu moi-même. Donc on a fait des expériences, en France notamment avec ça. Est-ce que les phobies, ça peut venir de ça ? Alors certaines phobies peuvent être épigénétiques. Donc c'est-à-dire que par exemple, si un de mes ancêtres a échappé à un serpent, il y a ou un bizarrement, je pense au serpent. Voilà, ça c'est le côté devin, tu vois, c'est Voilà, mentaliste. je vois ça. Mentaliste. Méfie-toi. Bon, en même temps, les ancêtres n'ont pas forcément trop pris l'avion, c'est vrai. Alors, dis-moi un peu quelle est la meilleure équipe du monde de foot encore, rappelle-moi. La meilleure équipe du monde, vraiment, je dirais actuellement, allez, l'Argentine. Ça y est, tu vois, il me cherche. Il me cherche. Bon, donc, dors. Donc, au niveau du cerveau émotionnel, comment ça fonctionne ? On vit un événement. Cet événement va être digéré ou pas par notre système. S'il est trop violent, ou trop soudain, ou simplement je n'ai pas l'âge, pas l'aptitude à gérer ces émotions, donc évidemment en tant qu'enfant, ça participe de ça, eh bien je ne vais pas digérer l'événement. Je vais donc déclencher une réaction de trauma. Ce trauma va se déclencher par des sous-personnalités. La première sous-personnalité, c'est la partie blessée, on va appeler ça un exilé. C'est une partie qui va porter de la souffrance. Donc ça va déclencher de l'angoisse, de la peur, de la colère, de la tristesse. On va chercher de repérer ça dans le fonctionnement de la personne. Puis, si la blessure n'est toujours pas réparée, on a d'autres sous-personnalités protectrices qui vont apparaître. Elles vont chercher à protéger l'enfant ou l'adulte de ce qui se passe. Donc on va avoir une partie qu'on appelle pompier, qui va chercher à éteindre le feu de la souffrance. Et là, vous allez repérer de quoi on parle. Ça va se déclencher par des mécanismes de défense qui vont se traduire par des comportements, qui vont être soit des addictions, des phobies, des comportements excessifs, je deviens un workaholic, sexaholic, sportaholic, des TOC ou de la rumination mentale.
Dès qu'on repère un de ces mécanismes-là, c'est que derrière, il y a automatiquement une blessure. Et souvent, si vous travaillez sur la blessure, c'est-à-dire sur le symptôme, vous allez juste déplacer le symptôme. Ok, je bois moins, mais je fume plus. Je fume moins, mais je suis plus stressé, j'ai plus d'angoisse. Je diminue mon angoisse, mais la blessure n'est pas réparée, je vais le remplacer par un comportement alimentaire. Je vais manger ou travailler, etc., etc., etc. Donc ce sont vraiment des vases communicants. Et au niveau épigénétique, pour terminer avec ça, on a fait des expériences en France et en Israël sur des survivants des camps de la mort, la Shoah. Eh bien, on a observé que certains gènes des grands-parents survivants s'exprimaient plus vite dans un certain contexte de stress pour les aider à mieux survivre à la situation. Mais ces mêmes gènes transmis à leurs enfants qui n'avaient pas connu les camps s'exprimaient encore plus rapidement, et chez les petits-enfants encore plus rapidement. Donc on a effectivement une transmission aussi épigénétique en fonction de l'environnement. Alors ça se travaille tout ça, on n'est pas condamné à vivre ça. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement le fight, flight, freeze, qui va nous amener, ce sont les systèmes de défense. Donc c'est toujours flight, fight, donc je m'échappe, je m'enfuis, ou je combats. Et quand je peux faire ni l'un ni l'autre, et souvent dans le milieu de l'entreprise, c'est ce qui va se passer, si je ne peux pas démissionner, quitter, parce que pour des raisons alimentaires, je ne peux pas me le permettre, je vais me tétaniser, je vais perdre mes moyens, je vais m'éteindre peu à peu, ou je vais m'épuiser au boulot. Donc l'attachement, est-ce que c'est une nouvelle forme de bondage? Non, ce n'est pas du bondage. C'est simplement cette sécurité que j'ai reçue ou pas dans mon enfance. Donc comment ça va se traduire? Voilà. Par exemple, la peur de l'abandon, du rejet, ça peut générer de l'anxiété par rapport à la séparation, ou à la difficulté d'être moi-même, une faible estime de soi, qui va se traduire après par un manque de confiance en soi, un manque d'affirmation de soi, des schémas relationnels dysfonctionnels, que je vais expliquer juste après, des difficultés à accepter les critiques, parce que c'est insupportable pour les parts de moi qui auraient besoin d'être reconnues, qui vont chercher à compenser le manque de reconnaissance de l'enfance, et donc d'estime de soi, par le fait d'être au premier, d'être toujours, et ne pas supporter les critiques. L'attachement rapide aux gens aussi. Je vais devenir, c'est tout de suite mon meilleur ami, ma meilleure amie. Je m'attache très très fort. Mais c'est une réponse de stress en réalité. Et dans les formes d'attachement, on a donc 4 formes principales d'attachement. Insécure. Soit je vais avoir un attachement insécure anxieux, c'est-à-dire que dans mes réponses, je vais avoir besoin d'être rassuré tout le temps. Par exemple, c'est un manager qui va venir chez toi tout le temps en disant « Enfin Emmanuel, ça va? Est-ce que tu as compris ce que je t'explique là maintenant avec cette conférence? Est-ce que tu te sens bien? Tu es à l'aise? Etc. » Mais qui vont le répéter encore et encore et encore, à tel point qu'une personne pourrait vivre ça comme une forme d'harcèlement ou d'intrusion parce que c'est trop, c'est too much. C'est tout le temps besoin d'être rassuré. Manque de confiance en soi. Ou du style, ça va, j'ai été bien, je me suis bien exprimé aujourd'hui, c'était OK pour vous, c'était clair, donc, mais qui ne va pas le demander une fois, il va le demander 10 fois. Un attachement est dans une relation personnelle, donc plus intime ou amicale, c'est quelqu'un qui est fusionnel. D'accord, il va avoir du mal à ne pas être en lien avec l'autre. S'il envoie un petit message et qu'il n'a pas de retour rapidement, c'est panique à bord, il est mort, il est malade, il me trompe, ça ne va pas du tout, donc c'est une grosse panique. À côté de ça, donc c'est quand même une personne, c'est un quart des troubles de l'attachement, c'est 25% de la population, donc c'est un quart de la population. 20% de la population, c'est détaché évitant, c'est l'opposé. C'est des gens qui ont l'air très froids, très coupés de leurs émotions, qui ont du mal à repérer leurs propres émotions ou à les repérer chez l'autre. Donc ça va donner un manager très très froid, très fermé. Ce qui évidemment va déclencher une réponse de panique chez un employé qui aura un attachement anxieux, parce qu'il a l'impression d'avoir un mur devant lui, et donc une incompréhension, ça va générer du stress, et évidemment il va paniquer. Par contre, s'il tombe sur un employé qui a lui aussi un attachement détaché évitant, ils peuvent très bien fonctionner pendant des années, mais pas pour autant se comprendre. mais voilà, ils peuvent survivre. Et donc détaché évitant, par exemple, ça peut aussi se traduire par quelqu'un dans l'intimité qui va faire des cadeaux à la personne. C'est plus facile que de dire je t'aime. C'est plus facile que de te dire ah t'as bien bossé. Ça va peut-être faire un cadeau ou un geste plus particulier, mais sans s'impliquer émotionnellement. Le désorganisé, c'est un des cas, là on arrive vers les cas les plus complexes, c'est des gens qui sont des faux calmes. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui contrôlent tout le temps, sauf que de temps en temps, le vase est plein et ça déborde, et ça explose. Et dans une relation, c'est quelqu'un qui, par exemple, vous allez avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Exemple, je casse un vase Ming devant lui, pas de chance, c'est son plus beau vase de sa collection. Il va dire « Ah, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas très gênant, hein, j'en ai d'autres. Hein. »
Et puis à côté de ça, 3 minutes plus tard ou 1 heure plus tard, je renverse 3 gouttes d'eau à table et ça devient insupportable. La personne dit, mais enfin c'est un manque de respect, tu ne m'aimes pas, hein, je ne comprends même pas comment tu oses faire ça. Et il casse tout dans la relation. Donc c'est quelqu'un qui va faire Taras Bulba sur la plaine, Attila le 1, hein, la terre brûlée, il n'y a plus rien. On casse tout. Et donc c'est très compliqué de gérer ce type de personnalité. Quand vous avez ça dans un manager, hein, j'ai un de mes amis qui avait un management comme ça, avant que je m'occupe de lui, donc, enfin, il est devenu mon ami après, mais c'était quelqu'un qui avait un cœur énorme, mais de temps en temps il piquait des rages et des colères incompressibles. Et donc il est venu me trouver pour l'aider à traiter ça, ce qu'on a fait. Alors, on peut utiliser aussi la sophro, hein, qui sont des techniques qui sont très intéressantes. Il y a aussi d'autres techniques dont je vais un peu parler. Et donc, on a pu traiter ça. C'était une blessure d'attachement. Donc, c'était effectivement, quand il était enfant, il était seul, enfant unique. Donc, très très seul. Les parents bossaient tout le temps. Donc, il s'est construit tout seul, devait être parfait, pas droit à l'erreur. Donc, tout doit être parfait. Et évidemment, ce n'est pas toujours possible que tout soit parfait. L'être humain n'est pas parfait. Et le quatrième forme d'attachement, c'est l'ambivalent ou mixte, qui va reprendre souvent 2 des 3 premières catégories. Et c'est très souvent, évidemment, en lien avec les parents qu'on a eus. On va recopier les schémas qu'on a vus chez nos parents. Parfois, on peut retrouver les 3 précédents, et ça, c'est souvent des personnes qui sont en démarche de type plus thérapeutique, qui ont commencé un travail, mais dont ce n'est pas encore terminé. Alors, est-ce que dans la salle, vous vous reconnaissez tous dans l'une de ces 4 catégories? Vous n'êtes pas obligé de dire laquelle, hein, on vous rassure. Vous n'êtes pas encore obligé de le dire. Voilà. Non, c'est juste pour savoir si ça semble correspondre. Comme j'ai vu beaucoup de têtes qui faisaient... ou les yeux qui s'ouvraient très fort. Voilà. Donc, alors, c'est vrai qu'au niveau d'une entreprise, on n'a pas l'habitude d'analyser les grilles de fonctionnement comme ça. Tout à l'heure, à la conférence... que j'ai cité juste avant avec Madame Young. Sur la DIRA. Voilà, donc par exemple, je me suis dit c'est un aspect qui manque par exemple dans leur projet, parce que si un employé vient dans une entreprise, on peut repérer lors déjà du recrutement son style d'attachement. Et si on connaît le style d'attachement des managers, de l'équipe à qui il va bosser, eh bien on sait là où il va y avoir des bugs. Et donc soit on peut prévenir ça en le traitant, c'est-à-dire en invitant la personne à prendre conscience de ce problème et peut-être à se faire accompagner pour justement réparer cette blessure, ce qui fait qu'il ne réagira plus du tout de la même manière, ou alors en amont, travailler sur le manager lui-même, et en cherchant à travailler là-dessus. Par exemple, en Belgique, hein, moi je suis d'origine belge, enfin je suis d'origine multiple, mais je viens de Belgique, par exemple, nous sommes en train de monter tout un projet autour de la pleine conscience, de la compassion surtout, dans le travail de management. Donc c'est des choses qu'on amène dans certaines entreprises parce que c'est ça qui va permettre de réparer notamment les blessures et de créer une communication qui sera beaucoup plus constructive et éviter donc pas mal de bore-out, de burn-out et autres joyeusetés de l'entreprise. Je vous ai mis une petite image un peu sympa, mais ça peut arriver même en thérapie. Parfois on peut repérer des patients qui veulent toujours faire plaisir. Ils ne vont jamais être contraires. Ce sont des mécanismes de défense. Donc, toutes ces fameuses parts, hein, donc ces sous-personnalités dont j'ai déjà parlé, ce sont donc des programmes qui vont apparaître à un moment donné dans notre construction. Au plus jeune elles apparaissent, au moins j'ai conscience de ces programmes. Donc, par exemple, si j'ai vécu des blessures d'attachement, c'est souvent, évidemment, quasi depuis ma naissance, je peux avoir une partie très, très contrôlante, hein, qu'on appelle un manager dans le système, mais qui va être complètement collée à nous. Elle est persuadée qu'elle est nous. C'est ce qu'on appelle le self-like. C'est vraiment une partie qui est tout le temps en train de faire, même dans la bienveillance, mais qui est tout le temps en train de faire. Et ça, c'est un mécanisme qu'on va repérer dans certaines personnes au sein des entreprises. Par exemple, quelqu'un, dont tu en parlais tout à l'heure, quelqu'un qui va s'investir à 200% dans l'entreprise, mais il n'y a plus que l'entreprise, c'est vraiment son bébé, il n'y a plus que ça. Et le système, c'est essayer de lui faire comprendre que c'est juste un programme. Ce n'est pas la réalité, c'est juste un programme. Et donc là, on va essayer de c'est un petit peu le complexe de Pygmalion qui tombe amoureux de son œuvre finalement et qui n'arrive plus à avoir le détachement nécessaire pour avancer sereinement. Oui, voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'accompagnements, on va passer par le mental, on va passer par la conversation, le dialogue. Mais ça veut dire qu'on demande à des parties mentales d'être juges et parties. On demande à des parties mentales d'analyser leur comportement. Évidemment, à un moment, c'est impossible. Donc, il y a dans tout ce travail de fond, à un moment, il faut revenir vers le corps. Il faut revenir vers des approches plus psychocorporelles qui vont permettre de tester des choses. Donc, par exemple, dans les blessures, je vais un petit peu montrer... Bon, ça, c'est un gros tableau sur les blessures d'attachement, mais je vous rassure, on ne va pas l'explorer. Alors, j'ai envoyé
le PDF à l'organisatrice, donc Alexandra Groot. Mais si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, j'ai des cartes, hein, et je vous enverrai le PowerPoint ou le PDF du PowerPoint. Parce qu'il y a des dizaines, évidemment, de nuances dans la situation. Hein, ça va jusqu'à l'autosabotage, une estime de soi qui est très basse et qui a besoin d'un ego démesuré. Donc, par exemple, je vais prendre toute la place, etc. Jusqu'à la personne qui, au contraire, va jamais se mettre en avant, etc. Okay, je peux être en opposition constante. Donc, on peut repérer vraiment une forme de cette blessure d'attachement et vraiment la réparer. Au niveau du management, c'est beaucoup plus cool. Et au niveau des entreprises, ça aussi, c'est un gain, une économie humaine et d'argent énorme. Donc, comment peut-on travailler tout ça? Évidemment, c'est d'abord un travail personnel. Soit j'ai envie de bouger les choses, j'observe que ça me fait souffrir, ce type de comportement, donc c'est prendre conscience de ça, puis c'est chercher une série d'outils qui vont le permettre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une mini-expérience. On a encore un peu de temps, hein, je pense. On a encore 5 grosses minutes, 5 minutes, sans okay. souci. Donc, on va faire une mini-expérience, on va faire une double expérience, si vous voulez bien. Je vais vous montrer ici, par exemple, le bord des doigts. Vous voyez, sur le bord des doigts, là où il y a l'ongle, vous mettez la main vers vous. C'est toujours le côté du doigt, dernière phalange où il y a l'ongle, mais qui est vers vous, d'accord? Avec le pouce, vous allez sur le bord de l'index comme ceci. Faites tout doucement. Vous pouvez tapoter, vous pouvez masser doucement. Et puis vous changez simplement, lentement, de doigt. Toujours la dernière phalange sur le côté du doigt. Alors, ce sont des points d'acupression, ou c'est très proche de points d'acupression. Ça va déclencher une réponse de relaxation. Plus on le fait, plus vite ça répond. Alors, je ne vais pas vous montrer de vidéo, parce que j'en ai sur le sujet, mais on voit vraiment des enfants, par exemple, même qui sont atteints de TDAH, donc le trouble de l'attention de l'hyperactivité. En 9-10 minutes, on voit l'enfant qui est complètement calme. Évidemment, ça ne suffit pas à réparer, il y a d'autres choses à faire. Mais ça permet déjà de lui donner des outils pour se détendre. D'accord ? Donc on travaille là-dessus, il y a plein d'aspects. Donc déjà rien que ceci, je voudrais que vous fassiez l'expérience de stimuler tout doucement les doigts. D'accord ? Maintenant, en même temps, je vais vous demander d'essayer de faire une respiration qu'on appelle de cohérence cardiaque, qu'on peut utiliser en sophro notamment ou en hypnose. Vous allez inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Vous pouvez compter les crocodiles. Ça dépend de la taille du crocodile, mais 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles, c'est à peu près 5. D'accord ? Vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes. D'accord ? Prenez juste le temps d'observer. Fermez un peu les yeux. Pensez à votre meilleur ami ou votre meilleure amie. Ou si vous êtes encore très amoureux, pensez à votre partenaire. Mais à un moment où ça se passe bien. D'accord ? Quelque chose de chouette. Pensez à ça. Essayez d'observer dans votre corps ce que vous ressentez. Vous fermez les yeux, tapotez le bord des doigts doucement, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes. Ok ? Bien respirer. Prenez juste ce petit moment d'observation. Et observez si vous sentez que quelque part dans votre corps, il y a une partie de cet espace qui se détend. Peut-être qui est un tout petit peu plus relâché qu'une autre partie de votre corps. Et si c'est le cas, portez votre attention sur cet espace où vous ressentez cette détente. C'est peut-être la position des épaules, ça peut être la position du corps lui-même, ça peut être juste le rythme de votre respiration. Juste ça. Vous tapotez tout doucement. Ok. Comment est-ce que vous vous sentez là normalement ? Normalement, ça devrait être un peu plus positif, parce que vous pensez à quelque chose d'agréable, vous stimulez les points, vous respirez. Est-ce que chez quelqu'un, ça générait du stress, par exemple ? Ou est-ce que tout le monde a été plus détendu ? Plus détendu ? Ok. Maintenant, j'aimerais que vous restiez connecté avec cette détente et que vous pensez à quelqu'un que vous aimez moins. D'accord ? Vous continuez bien à faire le bord des doigts. Vous continuez bien à tapoter. Et normalement, vous devriez ressentir que c'est moins violent que d'habitude. C'est moins agressif quand vous pensez à la personne que vous aimez moins. C'est moins fort. Parce que si on oriente votre cerveau sur quelque chose qui lui fait du bien, normalement, si on le réoriente vers quelque chose qui lui déplaît, c'est un peu comme on bascule. Le cerveau ne peut pas penser à la fois positif et négatif. Donc le fait de le ramener vers le négatif, normalement, il va y avoir une montée de stress. Mais si on vous branche sur une relaxation plus corporelle, l'impact sera moins important. Si on refaisait l'épisode, bon ici on n'a pas le temps parce que c'est juste une présentation, mais si on refaisait l'épisode de façon comme une pendule, comme une balance, vous verriez qu'à la fin, vous n'auriez plus le moindre stress en pensant à la personne qui vous dérange. En tout cas, ce serait très limité, voire plus du tout.
D'accord ? Donc il y a des techniques comme ça. On peut parler en termes de part aussi. Donc vraiment, plutôt que de dire « Ah, je suis en colère contre mon collègue », non, c'est une part de moi, parce que c'est un programme. Si vous vous identifiez au programme, vous avez l'impression que vous êtes envahi par ce programme. Donc on apprend à communiquer en termes de parts, de parties, de sous-programmes. Ça permet de récupérer une distance émotionnelle. Comme en CNV. En CNV, communication non violente, on va apprendre à exprimer ses besoins, ses émotions, ses sentiments. Pas tu, mais je. Et mieux, une part de moi. Ne se sent pas entendu par toi, par exemple. Voilà. Tout ce qui est pratique de méditation compassionnelle, etc. Voilà toute une série d'outils. Alors la TRE, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire maintenant, mais la TRE c'est purement physique. Je vais juste encore terminer par ça. La TRE c'est une approche que j'ai enseignée à la Croix-Rouge en Belgique, ceux qui interviennent dans les risques psychosociaux, donc les attentats, etc. En France, certains membres du GIGN, les Navy Seals aux États-Unis utilisent ça par exemple, les pompiers sont formés aussi, les urgentistes. Donc on va utiliser une facilité du corps à se décharger. Quand vous avez eu un choc émotionnel, vous avez peut-être observé, vous avez tendance à trembler. Ce n'est pas parce que vous avez froid ou peur, c'est parce que le système nerveux autonome qui régule le stress va chercher à éliminer le trop-plein de cortisol, d'adrénaline, de noradrénaline par ce tremblement musculaire. Donc la TRE, ça veut dire Trauma Release Exercise, donc exercice de relâchement du trauma. On va provoquer ce tremblement par la fatigue musculaire. Et ce qu'on a observé, c'est que très rapidement, la personne, sans passer par le mental, se détend complètement. Et j'ai même 2 Kobe dans la salle. Donc Clément, par exemple, a pu liquider une phobie assez rapidement. Je peux le dire, hein, des piqûres, par exemple. On a fait une session, hein, et puis je l'ai revu une 2e fois, et c'était complètement liquidé. Et on a utilisé cette technique, en utilisant à la fois ce tremblement, et puis une autre technique qui s'appelle flash technique, qui a permis de complètement casser le conditionnement et ramener la blessure à 0. Et donc ce qui était avant des crises de panique a disparu complètement. Je me rappelle que la première fois, tu m'as envoyé, il était sorti d'une prise de sang avec un grand youpi, donc tout heureux d'avoir fait ça. Donc ce sont des techniques qui sont relativement simples à appliquer, ce n'est pas des thérapies qui vont durer des années, il y a des choses qui vont vous autonomiser, il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Moi, ce qui m'importait aujourd'hui dans le message, c'était comprendre que les blessures de la sécurité émotionnelle peuvent avoir un impact sur votre gestion du lien, de la relation intime, amicale ou professionnelle, et que pour les entreprises, je trouve que ce serait un plus d'avoir conscience de ça et de pouvoir intégrer ces approches-là dans l'accompagnement. Voilà, merci. Merci beaucoup Yves. On va passer bien sûr à vos questions dans la salle. J'imagine que ces réflexions vous ont amené à pas mal de questions, donc n'hésitez pas à les poser à Yves. Il n'y a pas de séance par contre, si vous avez des phobies, tout de suite ça vous verrez plus tard évidemment avec notre intervenant. Le micro va... Voilà, le micro est à votre disposition. N'hésitez pas à poser une question. Non, tout est clair. Vous êtes tous endormis ? J'en ai peut-être une. Alors Phil, vas-y. Tout à l'heure, vous avez demandé à tapoter les doigts. Oui. Si ça génère du stress, c'est quoi ? Si ça génère du stress, il y a 2 choses. Soit c'est que ton système, le système nerveux a déjà pris, et le cerveau a déjà pris trop de stress. Et donc, ce qui est censé détendre provoque une remontée de stress. En général, c'est classique. Quand on est habitué à trop de stress constant, quand on commence à se détendre, ça peut provoquer une remontée de stress, parce qu'effectivement, le cerveau va l'interpréter comme un signal de danger. Donc là, ça montre bien qu'il y a un intérêt à faire un accompagnement pour pouvoir apprendre. Maintenant, il y a une technique que je peux montrer rapidement. Je vais juste poser le micro. C'est faire la même chose, mais avec les orteils. C'est ça. Vous pouvez croiser les chevilles. Donc, essaie de croiser tes chevilles. D'accord ? Puis, vous allez croiser à l'opposé les poignets. Donc, si ma cheville gauche est au-dessus, c'est mon poignet droit qui vient au-dessus. D'accord ? Croiser à l'opposé. Le but, c'est de croiser le plus possible pour qu'au niveau du cerveau, il y ait plus de croisement. Puis, alors je vais lâcher le micro. Merci. Donc, on croise les chevilles dans un sens, les poignets à l'opposé. Je ramène paume contre paume, je ramène sur la poitrine. D'accord ? Comme ceci. Maintenant, vous allez respirer normalement, mais quand vous inspirez, vous poussez la langue contre le palais. Et quand vous expirez, vous laissez reposer la langue contre les dents du bas. D'accord ? Donc, vous poussez en haut à l'inspire et vous laissez reposer en bas à l'expire. En respirant normalement, vous ne forcez rien du tout. Merci Emmanuel. Donc, vous essayez simplement. On va faire ça pendant 1 minute. 1 à 2 minutes.
il y a 3 cas de figure possibles. Soit vous allez sentir que ça vous détend de plus en plus. C'est comme une prise terre. C'est vraiment une façon d'enlever le mauvais stress très rapidement. Soit vous sentez qu'il ne se passe rien, et là, il y a 2 solutions. Soit vous étiez déjà calme, soit vous ne l'étiez pas. Et soit ça va faire monter encore plus le stress. Et ça démontre que là, les 2 hémisphères ne collaborent pas suffisamment. Alors je peux te prendre comme Kobe, mais 1 minute pour un petit truc. On va juste tester un truc. Alors il y a une expression en Belgique, c'est qui fait le malin tombe dans le ravin. Mais qui en ressort plus malin. Donc regarde, viens peut-être plus près. Viens Philippe. On va juste faire un petit... Voilà, l'occasion de petite remercier expérience. Philippe Mais et son toi, vers équipe les pour gens, la si tu veux bien. technique d'ailleurs tout au long de la journée. Donc regarde, d'ailleurs, merci. Donc regardez bien. Donc je vais tapoter d'abord moi, et puis on va lui demander. Rappelle-moi ton prénom. Philippe. Alors regarde bien. Je vais tapoter rapidement. Donc je vais tapoter rapidement de façon alternée. Ok, gauche-droite, sous les yeux. Je vais vous demander à chacun d'essayer aussi de votre côté. Essayez chacun de votre côté. Mais regardez bien avec Philippe. Donc, regarde bien d'abord chez moi. Tu regardes bien chez moi. C'est constant, il n'y a pas de perte, d'accord? Let's go, allez-y. Et regardez-vous les uns les autres. Tu vois, hein? Tu vois, donc là, on a bien vu chez Philippe. Hein, donc il y a une perte d'informations. Ça veut dire que le cerveau donne des informations, on demande au doigt de tapoter régulièrement. Bon, avec le micro, ça ne va pas le faire. C'est straight on. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Et dès que vous avez trop de stress, ça veut dire peut-être déshydratation, pas bu assez d'eau, ou trop de stress, eh bien le cerveau perd des moyens. Ce qui veut dire que vous compensez toute la journée cette perte par du stress. Ce qui amène évidemment en fin de journée beaucoup plus de fatigue, problèmes de concentration, de mémorisation, etc., etc., etc. Donc là, par exemple, tu vois, il y a des petits exercices à faire pour aider les 2 hémisphères à se coordonner. Ça s'appelle la routine énergétique, par exemple. Tu tapes sur Internet, tu la trouves. Ou tu tapes mon nom, routine énergétique, tu trouves une vidéo. C'est 4-5 minutes de gym pour aider le cerveau à mieux collaborer. Ça, c'est pour là-bas. Et derrière, on en parle plus tard. Merci Philippe. Voilà, par exemple. Voilà, d'autres questions, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, il n'y a jamais de mauvaises questions, il ne peut y avoir que des mauvaises réponses. Et là, je sens qu'il n'y aura aucune mauvaise réponse. Merci. Oui, madame, on va vous apporter le micro. Peut-on dire en fait que l'entreprise n'est que le reflet en fait du système familial qui a été mis en place, comme vous le disiez, dans les premières années? Alors, donc l'entreprise, c'est comme un système familial. Donc il y a forcément... alors c'est pas nécessairement la copie du système familial, parce que, je veux dire, l'enfant X n'est pas seulement son frère ou sa sœur Y ou Z, ou le parent W, etc. Mais il y a forcément une relation systémique qui va se créer. Mais si on n'a pas conscience de ces mécanismes de fond, le problème, c'est qu'on ne sait pas les gérer correctement. Parce qu'on pense qu'on doit les gérer intellectuellement, mais ce n'est pas une gestion intellectuelle qu'il doit y avoir. Pas uniquement intellectuelle. La compréhension, c'est un premier pas. Après, c'est comment je sors de ce mécanisme. Parce que si je ne travaille pas ce qui déclenche chez moi ce mécanisme, ou chez mon partenaire professionnel, ben forcément, je vais le reproduire encore et encore et encore. Donc ça veut dire que je vais perdre des membres de mon équipe qui vont systématiquement se dégoûter, passer en mode fuite, donc ils quittent l'entreprise, ou en mode freeze, ils perdent leurs moyens, ou en mode surtravail, hein, et ils vont passer en burn-out. Donc on doit repérer ces mécanismes. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aborde pas vraiment du tout en entreprise. Je l'ai abordé, je pense, il y a 3 ans, 4 ans, à la STIB à Bruxelles. La STIB, c'est le plus gros employeur de Bruxelles, c'est les transports en commun. Hein, donc, où j'ai fait une journée de brainstorming, pas de brainstorming, mais de team building avec eux, et on a expliqué, on a montré ce type de travail dans les équipes de team building. Donc, et eux-mêmes étaient complètement surpris, parce que c'est encore trop méconnu, on ne sait pas tout ça. Donc, et si on ne travaille pas au bon niveau, on va juste déplacer le symptôme. Donc par exemple, si je veux arrêter de fumer, que c'est juste arrêter de fumer, souvent la cigarette est un symptôme d'autre chose. Donc je vais peut-être arrêter de fumer, mais je vais le déplacer sur le fait de manger plus, ou de boire plus, ou de travailler plus, ou de faire beaucoup plus de sport. Ce sont des vases communicants. 1, repérer la blessure de fond. 2, la traiter. Et normalement, le symptôme peut disparaître. Pour donner juste un petit exemple, qui est un exemple un petit peu difficile, donc faites le bord des doigts, c'est toujours mieux. Il y a 10-15 ans d'ici, j'ai une femme qui vient me voir pour une phobie de l'avion. D'accord ? La phobie est apparue 4 ans avant. Dans l'expérience, on sait que les symptômes apparaissent
de l'ordre de 6 mois à 1 an après l'épisode de vie. Donc je dis, tiens, entre 5 et 4 ans d'ici, est-ce qu'il y a eu un épisode de vie compliqué? La personne me dit non. Je sais que ce n'est pas possible. Donc je sais qu'il y a une amnésie déjà, il y a un truc qui a bugué. Donc je lui demande son attachement. Donc je fais le truc. Son attachement est sécure. Tout a l'air bien. Et puis je lui dis, non, tiens, des enfants, non, des deuils difficiles, non, des déménagements, non. Bon, c'était pas très logique. Donc je dis, ok, on va travailler sur le symptôme, mais en sachant que derrière, il y a quelque chose qui va se passer. Et effectivement, en 2 minutes, la session est devenue l'exorciste. C'est-à-dire qu'elle s'est redressée, à parler très vite comme une petite fille en disant « J'ai pourtant dit qu'il ne fallait pas le faire, j'ai pourtant dit qu'il ne fallait pas le faire ». Donc j'ai calmé rapidement, parce qu'on a des outils très efficaces. On a calmé et dit « Ok, qu'est-ce qui vient de remonter ?» Le souvenir était remonté. 5 ans avant, elle avait perdu un bébé de 13 mois. À l'hôpital, un chirurgien lui avait dit « Il faudrait opérer votre bébé, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille ». Une petite voix dans sa tête de maman lui avait dit « Dis non », mais il n'a pas osé. Figure d'autorité, hein, comme pour un manager, figure d'autorité. Le chirurgien a fait l'opération, mais s'est planté. Et le petit lapin de 13 mois est mort. C'était tellement violent que son cerveau a effacé le souvenir, donc elle ne se souvenait même plus d'avoir été maman et qu'elle avait eu un enfant. J'avais posé la question clairement. Et dans l'année qui a suivi, elle a développé une phobie de l'avion. Alors on se dit, mais quel est le rapport entre une phobie de l'avion et la perte d'un bébé? Mais c'est simplement parce que le cerveau va chercher les points communs. Il fonctionne par association. La mémoire traumatique fonctionne par association. Elle prend tous les points communs. Ça peut être les sons, les odeurs, l'endroit, les morphologies des gens, etc. Ici, ce n'était pas l'endroit, ni les personnes, mais c'était les cognitions, c'est-à-dire les croyances que le cerveau avait déduites de cette situation catastrophique d'avoir perdu cet enfant. En gros, le cerveau avait interprété que je n'ai pas le contrôle. Et je n'ai pas le contrôle égale danger de mort. Et donc, dans un avion, je n'ai pas le contrôle. Ce n'est pas moi qui pilote. Donc, la phobie est apparue pour éviter les épisodes et les événements où je n'avais pas le contrôle. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc, je n'ai pas travaillé sur la phobie de l'avion, j'ai travaillé sur le deuil de l'enfant. Et on a fait 2-3 sessions sur le deuil de l'enfant, qui a permis de digérer ce deuil, et la phobie est partie toute seule. Maintenant, c'est une oratrice internationale, elle voyage tout le temps, donc, et elle parle d'ailleurs de ça. Elle vient de publier un livre sur son histoire il y a quelques mois. Donc c'est juste pour dire que le cerveau va fonctionner par association. Donc quand on sait où appuyer, on peut réparer. Voilà. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Alors, on sort totalement du cadre du management. On va entrer dans le cadre des drames et du pénal. Il y a eu une affaire en France qui a secoué tout le monde. C'est l'affaire Jonathan Daval, qui est en prison actuellement, suspecté fortement et mis en examen, même condamné d'ailleurs, pour avoir tué sa femme et l'avoir brûlée. Longtemps, il a nié. Alors d'abord, il a nié, on va dire comme tout suspect, l'avoir tué, mais longtemps, il a nié l'avoir brûlé. Il a admis, oui, je l'ai tué, mais après, non. Est-ce qu'on peut imaginer que son cerveau a bloqué parce que c'était quelque chose de trop inhumain? C'est-à-dire, tuer quelqu'un, entre guillemets, pourquoi pas, mais brûler en plus, son cerveau lui a dit non, tu n'as pas pu faire ça. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que donc, on a à peu près un tiers de nos souvenirs qui sont trafiqués. D'accord? Parce que vous ne pensez pas à une situation de la même manière quand vous avez 5 ans, que 10, 15, 25 ou 55. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes expériences. Et donc, si vous avez des souvenirs d'enfance, vous devez savoir que vous avez à peu près un tiers de vos souvenirs qui sont plus ou moins vrais. Et effectivement, si c'est trop violent, le cerveau peut effacer parce que je ne suis pas congruent avec qui je suis aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai fait dans le passé fait que c'est trop violent pour moi, c'est pas acceptable. Et pour éviter de voler en morceaux, et d'avoir même des maladies mentales, décompensées, comme on appelle, eh bien, je vais maintenir une sorte de congruence de mon système en trafiquant des souvenirs. J'ai un souvenir comme ça qui était à mourir de rire. Avec mon ex-femme, on a créé, j'ai co-créé 2 écoles de psychothérapie, de formation de psychothérapie en Belgique et en France. Mais la première s'appelait Therapeutia. Et Therapeutia, donc j'ai trouvé ce nom parce que j'ai fait les latins grecs, et donc je me dis, tiens, c'est un mot qui parle à la fois thérapeute, c'est parlant, et ça rappelait Therapeutia. Ma chère et tendre, ex, qui est toujours quand même la mère de nos loulous, à qui je m'entends super bien, à la base elle est ingénieure, puis elle a fait psycho, etc. Et donc 3 ans plus tard, elle me dit, mais non, c'est moi qui ai trouvé ce mot-là. Et moi je dis, mais non, c'est moi. Et puis là, très vite, je me suis dit, bon, Yves, là, on est parti dans les faux souvenirs. Parce que moi, je suis sûr et certain, parce que je sais que ça vient de mes études, mais il y a une part de moi qui ne saura jamais. Et la part de mon ex, elle est persuadée. Donc si je rentre dans un conflit, ça va être juste la course à l'armement. Donc si vous voulez mettre une ambiance dans une famille, un repas de famille, vous vous ennuyez, vous lancez un souvenir du passé et vous observez ce qui se passe. C'est comme dans un match de boxe, vous allez voir ce qui va se passer. Tout le monde va tirer la couverture à soi, parce que
tout le monde aura réinterprété l'événement en fonction de qui il est, de ses besoins d'aujourd'hui, et va les réinterpréter. Donc on ne saura jamais finalement qui a trouvé ce mot, et moi j'ai accepté. Je dis je ne saurais plus. Voilà, je ne sais pas. C'est très drôle, moi j'ai vécu une expérience similaire, mais en faculté de droit pour le coup. Un de nos profs qui était un grand pénaliste français avait laissé entrer un personnage masqué avec une capuche et un pistolet en plastique qu'il lui a offert qui s'appelait Super Étudiant. Alors c'était manigancé par ce prof et nous, étudiants, on était tous très surpris. Et le prof, donc on a vécu la scène, le Super Étudiant s'en va comme il est venu et le prof nous a dit prenez une feuille tous, écrivez-moi ce que vous avez vu. Donc c'est vraiment dans l'immédiat. Eh bien il nous a dit avant de lire les copies, un tiers d'entre vous auront vu une chose, un tiers une deuxième, un tiers une troisième. Effectivement, on a regardé nous entre copains à la fin. Nous n'avions pas le même souvenir alors que nous avions écrit ça 2 minutes après. Chacun avait des détails différents. Et ce qui montre à quel point, dans le droit, pour le coup, c'est très difficile devant un tribunal de dire « je m'en souviens à 100%. » C'est clair, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, ne serait-ce que la couleur d'une voiture, d'un pull. Parce que le cerveau va chercher à réinterpréter en fonction de vos systèmes de valeurs, d'expérience. Vous allez vous laisser influencer aussi parce que vous avez lu, entendu, et effectivement, voilà. Si par exemple votre femme est enceinte, vous allez voir des femmes enceintes partout. Est-ce que les entreprises sont à l'écoute de ce que vous proposez? Parce que c'est très bien de nous présenter ça, mais quand on n'est pas entrepreneur, enfin voilà, est-ce qu'ils prennent connaissance? Est-ce qu'ils s'informent de ce qui existe? Est-ce qu'ils sont à l'affût d'améliorer effectivement le potentiel de leurs employés et des managers, justement? Alors, déjà, j'ai été invité à présenter ça, ce qui est déjà un bon pas. Hein, donc, ça montre que c'était pas complètement fermé. Et j'avais proposé plusieurs thèmes de conférences. Et Alexandra Grou, qui est l'organisatrice, m'a dit « Ah, c'est celle-là qui me parle le plus ». Donc déjà, je prends ça pour un oui. Maintenant, il est clair qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore ouvertes à ça, qui ont des fonctionnements peut-être plus rigides, etc. Mais je pense que certaines entreprises commencent à s'ouvrir parce que, de fait, il y a une telle gâchis humain, une telle perte au niveau de l'employé, du fonctionnement, qu'à un moment, il va falloir sortir sa tête du trou de l'autruche et se dire « Ok, il y a d'autres façons de faire ». Donc ici, c'est ce qu'on essaie de faire nous, moi c'est ce que j'essaie de promouvoir, c'est qu'en entreprise, il y a moyen d'amener des outils relativement faciles, qui ne nécessitent pas un travail de fond personnel obligatoire, mais qui peut aussi faire prendre conscience à certaines personnes qu'elles ont intérêt peut-être à faire un travail de fond pour aller liquider des choses qui se répètent encore et encore. Et peut-être aussi pour ouvrir aux entreprises l'idée que peut-être que dans l'accompagnement, quand j'accueille un nouvel élément, peut-être que je peux aussi m'occuper de cette personne sur ces aspects-là, sans la forcer évidemment, mais en tout cas au niveau du management, être beaucoup plus attentif à la façon dont les choses sont gérées, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à développer des approches plus compassionnelles. Hein. Donc moi je suis très intéressé par la compassion, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui vient dans l'ordre de la réparation. La compassion, c'est l'amour inconditionnel qu'on est censé avoir eu quand on était enfant de nos parents. Sauf que moi, adulte, c'est à moi adulte de me l'offrir à moi-même aujourd'hui. Et si je suis dans une entreprise et que j'ai un management qui est complètement fermé, évidemment, il ne doit pas commencer à me bercer et à me dorloter, mais si la personne est au moins bienveillante, ça change toute la dynamique au sein du groupe. Ça va changer, hein, comme on en parlait tout à l'heure dans ton expérience. Complètement. Voilà. Complètement. Voilà, encore une question ? Merci beaucoup. Immense merci Yves pour nous avoir appris tout ça. Et puis, hypnotisé j'ai été, je l'avoue. Les footballeurs belges sont champions du monde. De la mauvaise foi. Alors là. Oui, mais de la mauvaise foi. Non, mais moi, je me suis arrêté champion du monde. Après, j'ai un cerveau sélectif. C'est le souvenir. Hein. C'est le souvenir qui est différent. J'ai déjà oublié. Voilà, un immense merci. On peut applaudir très fort Yves pour ses explications et son humour.